On avait du mal à trouver des candidats, il fallait trouver des autres solutions. À un moment, t'es obligé d'être créatif. Mais ça avait pas de nom pour nous, on n'avait pas conscience qu'on faisait vraiment de l'inbound, etc. Mon objectif premier avec l'inbound recruiting, c'est d'avoir des candidatures qualifiées, peu importe le nombre de likes ou de visibilité, c'est la clé. Pour moi, il n'y a aucun domaine pour lequel l'inbound ne fonctionne pas. Raconte-nous, toi, ta définition donc, de l'inbound recruiting. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous recevoir pour un nouvel épisode de People Place. Et aujourd'hui, je reçois Hélène Lee. Salut Hélène. Salut Maud. On va parler notamment d'inbound recruiting. Toi Hélène, ça fait maintenant plus de 20 ans que tu es dans le recrutement tech. Tu as passé donc la majorité de ta carrière dans les ESN en tant que recruteuse tech. Et ça fait maintenant 6 ans déjà que tu t'es lancée en tant que formatrice indépendante. La première question que j'avais envie de te poser, c'est qu'est-ce qui t'a donné, comment t'es rentrée finalement dans le monde du recrutement ? Eh ben écoute, je vais te faire une réponse que beaucoup de recruteurs donnent, et de RH de manière générale. Je suis arrivée dans le recrutement par hasard. Ah ouais, bah comme Émilie que j'ai eu tout à l'heure. Okay. C'est un hasard, à la fin de mes études, je cherchais un stage de fin d'études, de validation de mon master. Et okay. À l'époque, et je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui, premier job de débutant, recrutement. Je suis rentrée par là, et puis j'y suis restée. Super. Et donc, tu as tout de suite commencé donc, dans la tech, c'est ça, via des... Non, stage de fin d'études, j'étais dans la grande distribution. Ok. Et comment t'es arrivée donc, dans la tech ? Après mon stage de fin d'études, j'ai commencé à chercher un autre job, enfin un vrai job, un CDI, et j'avais la possibilité de rester soit effectivement côté grande distrib, soit d'aller voir un peu ailleurs. Et j'avais envie de me challenger un peu. Et du coup, j'ai trouvé dans un cabinet spécialisé dans la tech à l'époque. Ok. Et tu recrutais quel type de profil, par exemple ? Alors, à l'époque, c'était très, très orienté télécom, okay. Très orienté informatique, indus. Donc, vraiment des profils que je connaissais pas du tout. Et voilà, ça a duré 2 ans comme ça. Première expérience, c'était un cabinet de recrutement. Donc, ouais, à peu près 2 ans. Et c'est vraiment là que j'ai découvert ce que c'est, le recrutement en cab et recrutement dans la tech. Trop bien. Et donc, en 20 ans, le recrutement a totalement changé. Moi, je me souviens, je suis, je pense, un peu plus junior que toi dans le recrutement, mais je me souviens, j'ai imprimé les CV et j'ai appelé, voilà. J'ai diffusé des offres d'emploi dans des journaux, moi, où il fallait compter les caractères, parce que chaque caractère supplémentaire te coûte de l'argent. Ouais. J'ai assisté à l'arrivée des candidatures par mail. Wow. J'ai l'impression d'être un dinosaure, tu vois. C'est dingue. Oui, ça a changé. Ouais, on arrive vraiment à s'adapter aussi aux nouvelles méthodes. Voilà, ouais. T'as pas le choix, mais c'est passionnant aussi, parce que tu vois En fait, tu vois pas le métier en lui-même changer, tu vois plutôt la manière de l'exercer, les outils, les pratiques, les habitudes. Le métier en lui-même, fondamentalement, il n'a pas changé. Le métier est toujours le même. Ce qu'on cherche, c'est trouver des gens qui matchent avec un besoin d'une entreprise, une culture, etc. Ça, en 20 ans, ça n'a pas changé. Ce qui a changé beaucoup, c'est effectivement tous les outils, les pratiques, et puis malgré tout, quand même, je pense la mentalité. Tu vois, aujourd'hui, on demande à des recruteurs des trucs, mais qu'on n'aurait jamais demandé il y a 20 ans. On savait même pas que ça existait. Enfin, tu vois. Donc, c'est surtout ça qui a changé, je trouve. Ouais, donc finalement, le fond reste le même, la forme change, mais les compétences aussi des recruteurs changent. Ont beaucoup évolué. Tu dois t'adapter à plein de choses. C'est ça. Et moi, je me souviens, tu vois, en 2013, LinkedIn, c'était le nouveau truc. De loin, on se disait, qu'est-ce que c'est ? Ouais, qu'est-ce que c'est ? Les recruteurs et les recruteuses qui commençaient, c'était vraiment les pionniers. Alors aujourd'hui, maintenant, c'est l'outil quand même, entre guillemets, de prédilection. Incontournable. Voilà. Incontournable. On peut se le dire, ouais. Tu peux pas... Enfin, aujourd'hui, mais après, LinkedIn a créé ce monopole aussi. Ils ont énormément évolué dans ce sens-là, mais c'est sûr que... Tu parles de 2013, ouais, je pense que c'est à peu près l'époque où j'ai créé mon premier compte LinkedIn. On regardait ça très bizarrement, et moi, à l'époque, j'étais plutôt, tu vois, sur des vidéos, des choses comme ça, qui étaient déjà un peu le côté réseau, hors CVTech, hors job board traditionnel. LinkedIn, ça a été une révolution au début. On a été prudent, on savait pas très bien comment s'en servir. Aujourd'hui, c'était pas sur LinkedIn quand t'es recruteur. Effectivement, c'est curieux. Il y en a, hein. Il y a des recruteurs qui sont pas sur LinkedIn et qui s'en sortent très bien. Mais ça reste quand même un incontournable aujourd'hui. C'est à la marge. Ouais. Donc aujourd'hui, on te reçoit, on va parler donc d'inbound recruiting, donc qui est lié avec notamment LinkedIn, quand même majoritairement. Donc raconte-nous, toi, ta définition donc, de l'inbound recruiting. Pour moi, l'inbound, c'est le fait d'attirer les gens à toi. Quand je dis les gens, c'est volontaire, c'est que tu vas attirer des personnes qui ne sont pas encore candidats. Ils ne te connaissent pas particulièrement ton entreprise. C'est pas forcément des personnes d'ailleurs qui sont en recherche d'emploi à l'instant T. C'est vraiment d'attirer des gens de manière à te faire connaître, attirer ces personnes, ensuite les convaincre de postuler chez toi. Donc vraiment être dans une logique de tu attires une cible,
et puis tu vas la convertir en candidat. Et ensuite, si tu arrives à les convertir en candidats, là, tu vas pouvoir les recruter et derrière les fidéliser. Donc, tu as un peu un tunnel, tu vois, où tu vas attirer des bonnes personnes. Et puis, si tout se passe bien, tu vas les amener à postuler chez toi et puis les recruter et puis les fidéliser jusqu'à ce qu'eux-mêmes parlent de ta boîte, etc., etc. Donc, si tout se passe bien, c'est plutôt un cercle vertueux. Et ça te permet vraiment, par une stratégie de contenu, d'aller chercher les gens, enfin d'amener les gens jusqu'à toi plutôt que d'aller les chercher. Tu vois, dans le côté outbound où tu vas aller faire de la chasse, du sourcing pur, c'est pas toi qui vas chercher les gens, mais tu vas leur donner envie de venir jusqu'à toi. Tout à fait, ouais. Moi, souvent, je dis, ouais, c'est ça, c'est attirer des talents grâce à la création de contenu Voilà. et aux réseaux sociaux. Et c'est top. Aujourd'hui, 80% en tout cas des personnes utilisent les réseaux sociaux. Donc, Ouais, c'est un levier d'acquisition c'est sûr. aujourd'hui dans le monde du recrutement. Que c'est vrai, tu vois, il y a 10 ans, on ne n'y pensait pas du tout. Je te confirme, on savait même pas que ça existait. On ne Voilà. parlait pas, on parlait pas de ça. On parlait pas, ça avait pas de nom. On était vraiment dans une logique, soit je fais de la chasse, et encore, ça dépend ce qu'on met derrière le mot chasse, mais disons, soit on va chercher les gens, soit on pose des annonces, puis bon, on croise les doigts Ouais. en espérant que les bonnes personnes répondent. Mais le fait vraiment d'avoir cette logique de créer du contenu, de créer un réflexe chez les gens, tu vois, de se dire, ah, attends, je suis en recherche d'emploi, j'ai vu passer un truc de cette entreprise. Mais on pensait pas du tout à ça dans le recrutement il y a 10 ans, c'est clair. C'est clair, c'est nouveau, on peut le dire. C'est encore très nouveau. Voilà, c'est encore très nouveau. Je pense que progressivement, donc, ça prend forme, notamment grâce à la marque employeur, Ouais, qui est quand même le sujet, je trouve, qui a ouais. été le sujet 2025 et je pense Ce sera encore le sujet cette année, voilà, c'est le sujet cette année, je pense des années qui arrivent, c'est sûr. parce que les avantages sont extra, c'est-à-dire que, bah, comme tu dis, l'entreprise devient un aimant à talent. Donc, il faut aussi que les candidatures soient qualifiées, parce que sinon, ça sert à rien d'attirer, mais si on reçoit 400 candidatures non C'est qualifiées, sûr. ça va en tout cas surmener le Ça te rajoute département. du Voilà, ça te travail, rajoute du et travail. puis c'est pas forcément bon parce que pour le coup, tu peux pas répondre à tout le monde, C'est donc ça. tu laisses un signal négatif, une image négative au candidat. Donc oui, Ouais. c'est sûr qu'il y a un gros travail de ciblage à faire là-dessus. Mais c'est lié aussi avec le personal branding. Tu vois, tout ça s'est développé aussi. Il y a 10 ans, on parlait de personal branding, de recruteurs qui prenaient la parole sur LinkedIn ou autre. Mm. Non, enfin, moi j'ai été dans les premières pour le C'était, coup à oui, une des vraiment premières. Ouais. prendre la parole sur les réseaux. On n'était vraiment pas nombreux à ce moment-là. Euh, il y avait, on va dire, quelques personnes qui le faisaient et c'était à base de cher réseau, on recrute, tu vois. Donc c'était surtout ça. Mais ça n'avait pas de nom, en fait. On a commencé un peu à tester des choses. Je pense à Laurent Brois qui était là aussi, à Shirley Almonistich qui était là aussi. Enfin, tu vois, on était un petit Un petit noyau à groupe, essayer de ouais. tester des trucs, mais ça n'avait pas de nom pour nous. On n'avait pas conscience qu'on faisait vraiment de l'inbound, etc. Comme c'est beaucoup plus Normé aujourd'hui. structuré Ouais, ouais. aujourd'hui. Ouais. C'est clair. Euh, Comment tu l'as découvert comment tu t'es dit, en effet, tu as commencé sur LinkedIn, je crois en 2019, si je me trompe pas. 2016, 2016, waouh. ça va faire 10 ans. Ouais, 10 ans que tu es sur la plateforme et que tu crées du Ouais. contenu quotidiennement. Comment tu l'as découvert, en fait? Pourquoi? Ouais, pourquoi? Pourquoi? Comment tu t'es dit, j'y vais, quoi? Écoute, le pourquoi, en fait, jusqu'à ouais, 2000, fin 2015, début 2016, LinkedIn pour moi c'était juste un outil de sourcing. J'y allais comme un job board, je cherchais des gens, je les contactais et ça s'arrêtait là. Mais moi enfin, j'étais dans la tech à ce moment-là, j'étais en ESN et on commençait vraiment en 2015-2016 à avoir des problématiques de pénurie. On avait du mal à trouver des candidats, les annonces ne suffisaient pas, le sourcing était laborieux, ça donnait des résultats, mais il fallait faire des très gros efforts. Et en fait, il fallait trouver des autres solutions. À un moment, tu es obligé d'être créatif. Donc, quand tu vois que tes solutions traditionnelles ne fonctionnent pas, tu as plutôt intérêt à faire preuve de créativité. Donc, tu cherches des solutions, et puis petit à petit, j'ai commencé à avoir deux, trois personnes qui prenaient la parole sur LinkedIn, et je me suis dit, mais en fait, c'est une bonne idée. J'avais pas une stratégie de dingue, hein. Je me suis juste dit, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire des posts pour raconter un petit peu le quotidien. Parler un peu déjà de mon métier de recruteur, la vérité, parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup, beaucoup de bashing déjà à l'époque, de fausses croyances, de rumeurs sur les recruteurs, et ça m'énerve un peu. Donc j'avais envie de défendre, tu vois, le métier de recruteur, de raconter les coulisses. Et puis petit à petit, j'ai commencé à me dire aussi, ça peut être intéressant de parler de ce qui se passe dans ma boîte. Pourquoi on recrute, comment on recrute, qu'est-ce qui se passe. Tu vois, de commencer à faire des posts annonces un peu différentes, un peu décalées, enfin décalées à l'époque, avec des photos. Tu vois, enfin, je veux dire, à l'époque, il y avait personne qui faisait ça, donc moi, je commençais à prendre des photos des locaux, à montrer un peu ce qui se passait, à taguer les gens qui arrivaient dans la boîte quand on recrutait. Mais ça s'est fait, encore une fois, j'avais pas de stratégie, tu vois, ça s'est fait petit à petit. Et je le dis souvent, mais moi, prendre la parole sur LinkedIn à ce moment-là, ça a été un peu aussi un outil de thérapie. Je me sentais assez seule. J'étais la seule recruteuse dans ma boîte à ce moment-là. J'avais besoin, je pense, de rencontrer des gens, de parler, etc. Et c'est exactement à ça que m'a servi LinkedIn à ce moment-là. Et aujourd'hui, tu recommandes
aux recruteurs et aux recruteuses en 2026 d'utiliser LinkedIn pour l'outbound, bien sûr. Donc ça, je sais que tu me diras oui à 100%, Oui. mais aussi pour l'inbound. Bien sûr, je pense que c'est un tout. Bien sûr que je les encourage. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de monde qui prend la parole. Peut-être pas assez. Grâce à toi, notamment, tu encourages aussi les recruteurs et les RH à le faire. Je continue à penser que c'est un bon outil. Par contre, je sais que ça fait peur. Donc, je pense qu'il faut être bien préparé. Faut pas y aller en se disant, je vais avoir des résultats au bout de 3 jours, tu vois. Je vais faire 2 postes et puis ça va être génial. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail de persévérance, de régularité. Les Mais débuts oui, sont très difficiles. Ouais. ouais, Le début est très difficile. ça En peut être fait, décourageant. ouais, l'inbound, c'est vraiment une stratégie moyen terme où les résultats sont, je crois, sont exponentiels en fait, peut-être à partir du 3 à 6 mois. Exactement. Voilà, c'est ça, selon sa cadence, selon sa cadence. Mais c'est sûr que le début est difficile et surtout, faut pas oublier son objectif premier qui est bon, là, sur ce qu'on va discuter, c'est le recrutement. Et donc, quel type de poste je vais écrire pour recruter mes talents? L'objectif, c'est d'aller chercher des candidatures qualifiées. Et j'ai eu une conversation notamment avec Camille Goni de Shine, que je vous recommande l'épisode, qui disait, bah, ouais, moi j'ai fait des postes qui ont buzzé, mais par contre, ça amenait des candidatures non qualifiées. Et donc, en effet, ça a engorgé en fait le pipeline de candidatures de l'équipe. Et donc, ça a double tranchant. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment, et elle le disait dans l'épisode, avoir une stratégie, Exactement. voilà, une stratégie de recrutement sur ce tunnel Faut d'acquisition. vraiment que tu aies défini C'est ça. de la logique de justement quelle est ta cible, quels sont les contenus qu'ils apprécient, qu'ils ont envie de consommer, qu'est-ce que ça va leur apporter, comment toi tu vas partager ça, parce que c'est un peu la jungle aussi, hein, donc c'est un moyen aussi de te différencier, d'apporter ta marque. Et puis t'as deux côtés sur LinkedIn. Tu es ambassadeur de ton entreprise en tant que recruteur, mais tu as aussi ta marque personnelle Tout à fait, ouais. qui va faire que des gens vont aussi avoir confiance en toi. Tu vois, moi, encore une fois, j'ai pas conscientisé tout ça, mais j'ai beaucoup misé là-dessus sans m'en rendre compte. Mm. En essayant de me dire, en prenant la parole sur LinkedIn, je vais essayer de renforcer justement la confiance avec les candidats, en étant transparente, en postant des choses qui leur plaisent, et de créer ce réflexe-là qui va faire que le jour où ils sont à la recherche d'un nouveau job, ou alors ils commencent à se poser des questions, tu vois, à se dire, ouais, je sais pas vers qui me tourner, et plutôt que d'attendre que ces gens postulent chez moi, bah, de se dire, en fait, peut-être qu'ils vont avoir envie de venir vers moi parce qu'ils ont vu ce poste. Et quelque part, créer ce réflexe hein, de te dire, si ces personnes sont à la recherche, c'est moi qui vont contacter en premier. Mm. Donc je trouve qu'en tant que recruteur, tu as aussi un truc à jouer sur ta marque personnelle, au-delà de simplement représenter ton entreprise. Mm. Tu vois, Bien sûr. d'incarner quelque chose. Bien sûr, c'est ton compte personnel, donc Exactement. c'est de toute façon c'est un levier que tu garderas tout au long de ta vie, donc Exactement. que tu sois chez A, B ou C, c'est ça qui est intéressant aussi derrière, et c'est quelque chose, pourquoi pas en tant que recruteur même, qu'on pourra monétiser d'ici quelques temps, car aujourd'hui, enfin c'est intéressant parce que tu vois avec Vanessa Peria, peut-être que tu Oui, bien connais, sûr. ouais, c'est ça, qui disait que aujourd'hui c'est vrai, la compétence de l'inbound c'est un nice to have dans Mhm. la panoplie du recruteur, mais dans 5 ans potentiellement ça sera une compétence must-have, Indispensable. indispensable, comme le sera notamment l'IA dans le, voilà, dans le. C'est sûr. Mm. En fait, c'est déjà le cas dans certaines Ah entreprises, ouais, hein, dans d'ailleurs, hein, où c'est l'inbound la ok. coloration inbound et communication sur les réseaux sociaux, animation un peu de communauté et tout. Dans certaines entreprises, c'est déjà le cas. En tout cas, moi, je sais que chez mes clients, il y a certains recruteurs qui sont très fortement incités à faire ça, et parfois, ça fait partie de leur fiche de poste. Ouais, ils sont même objectivés. Exactement. Ouais, c'est clair. Ouais. Exactement. Super. Allez, on y va, on va casser les codes, casser les idées reçues sur l'inbound. Let's go. Alors, l'inbound, est-ce que c'est une pratique qui coûte cher à mettre en place? Première idée reçue très ancrée. On va souvent dire ça coûte cher, il faut beaucoup de moyens, donc c'est plutôt aussi pour les grosses entreprises, les grosses boîtes qui ont des budgets, etc. C'est faux. Clairement, c'est faux. J'aurais tendance à dire que même certaines petites entreprises qui n'ont pas beaucoup de budget vont justement faire preuve souvent de créativité. C'est vrai. Et vont pouvoir parfois aussi se différencier, se démarquer avec ça. Tu as des actions qui sont très simples et qui coûtent pas spécialement d'argent. Déjà, faire des posts sur LinkedIn, c'est gratuit, hein. Donc, créer un compte personnel sur LinkedIn avec un compte gratuit, tu peux déjà faire énormément de choses. Moi, j'ai démarré un compte gratuit et c'est encore le cas aujourd'hui pour beaucoup de gens qui créent des comptes. Donc, déjà, poster sur LinkedIn, ça coûte rien. Après, sur le côté, il faut un budget, etc. Mais tout dépend en fait de quels sont tes objectifs, ce que tu veux faire, ce que tu veux mettre en place. Mais beaucoup de boîtes ont un site carrière, par exemple. Ce qui est très dommage, c'est que le site carrière est là, mais il n'est pas optimisé. Donc tu vois, derrière, l'optimiser, penser un peu plus à l'expérience des utilisateurs, des lecteurs potentiels. Travailler ça, ça existe déjà. Mais souvent, encore une fois, c'est pas optimisé. Bah, en fait, passer un peu de temps là-dessus, ça te coûte pas spécialement cher. T'as pas besoin de réinvestir et de tout refaire et de faire une refonte incroyable ou ce que tu veux.
pareil, beaucoup de gens n'y pensent pas forcément. Les annonces, travailler tes annonces pour que ça devienne un canal vraiment d'attraction de candidats potentiels, ça coûte pas très cher non plus. En fait, ça coûte un peu de temps, Mm. mais ça coûte pas spécialement d'argent. Donc ça, c'est vraiment, je pense, une des croyances les plus fortes de penser que ça nécessite forcément du budget, que ça nécessite forcément des grosses campagnes, des équipes dédiées. Pour moi, c'est faux. Et pour le coup, quand moi j'ai démarré, tu vois, cette logique de prendre la parole, j'avais zéro budget. Mon manager se disait, mais qu'est-ce qu'elle fait? Enfin, pourquoi elle fait ça? Bon, bah, je me suis lancée et tu vois, au final, bah, ça m'a pas coûté grand-chose et les résultats ont Mm. été bons. Par contre, comme tu disais, c'est sur du temps un petit peu long. Ouais, voilà, c'est du temps long et puis après, ça dépend si on a envie d'aller plus vite ou pas. C'est vrai que ça met quand même du temps et parfois, bah, peut-être une formation, Exactement. ça va Suivre accélérer, une formation, voilà, ça va accélérer ta réfléchir, tu compétence, vois, peut-être effectivement à un petit outil supplémentaire ou accompagnement. à un accompagnement, quelque chose Ouais, qui va t'aider à accélérer. c'est ça, Mais au départ, pour te lancer, c'est ça. t'as pas besoin de moyens Mm, incroyables, quoi. tout à fait. Sachant qu'en plus, ce qui est bien avec les réseaux sociaux, c'est que tu as aussi la possibilité de faire des ads. Donc, c'est-à-dire au démarrage, bah, on dépense bien 10K dans une agence de recrutement. Voilà, c'est de se dire, bah, OK, c'est quoi, combien de recrutements j'ai à faire et potentiellement de se dire, bah, je vais mettre du job board, mettre peut-être des agences encore et de se dire, bon, bah, je mets un budget aussi ad sur certains postes. Exact. C'est Voilà, vraiment de réfléchir dans ta stratégie et de te dire, en fait, au lieu de faire comme d'habitude et de mettre vraiment tous mes œufs dans le même panier, c'est ça. est-ce que je réserverais pas une petite partie, pas forcément un budget incroyable, mais à cette partie Mm, vraiment inbound, parce que j'ai conscience que ça peut faciliter mon travail, m'amener des candidatures c'est ça. intéressantes. Et donc, c'est une logique, effectivement, de réflexion, à savoir comment tu vas répartir un peu le budget dont tu Mm, disposes. Mais en tout cas, pour moi, clairement, c'est une fausse croyance. T'as ouais. pas des budgets de dingue ou Et faut donc, et en avoir des plus, équipes pour voilà, ça. c'est vraiment de passer du mode passif au mode actif, de regarder son pipeline, se dire, ah, j'ai pas de candidat, bah, c'est de se dire, bon, bah là, allez, je fais un post, je mets une ads et j'y vais, quoi. Et je vais attirer du monde. Voilà, au lieu de payer peut-être la licence 10K Ouais, ou de t'es LinkedIn. souvent un peu coincé, et Voilà. ça te rapporte pas forcément à hauteur au retour d'investissement que t'as mis en place en te disant, allez, là, c'est sûr, ça va marcher. Ouais, C'est sûr. génial. Deuxième idée reçue, il faut avoir des actualités importantes à partager ou des éléments waouh, des avantages de dingue à partager. Alors ça aussi, moi, je l'entends beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je pense que toi aussi, tu dois l'entendre. Mm. C'est quand les gens te disent, mais en fait, nous, on n'a rien à raconter. C'est tellement faux. Et quand je dis c'est faux, c'est qu'en fait, on a souvent de petites entreprises d'ailleurs. Alors dans les ESN, c'est très vrai. Moi, j'ai plein de clients ESN et d'équipes recrutement ESN qui me disent, mais nous, on n'a rien à raconter, on n'a rien d'exceptionnel, on n'est pas spécialement différent des autres, et puis on n'a pas des avantages incroyables, etc. Mais en fait, c'est pas ça, la logique d'Inbound. C'est pas, tu vois, pour moi, la marque employeur, c'est pas communiquer sur des trucs incroyables. On a bien conscience que tout le monde n'est pas Google, Netflix, ce que tu veux. Au contraire, je trouve que l'intérêt, c'est de communiquer sur la réalité, sur le quotidien, parce que c'est ça qui intéresse les gens. Les gens, ils ont envie de se projeter, de se dire, si je rejoins cette entreprise, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais vivre au quotidien? Et c'est ça qu'ils veulent savoir. Donc t'as pas besoin de faire des trucs complètement dingues, d'inventer encore moins. C'est pas parce que t'es pas Great Place to Work ou je sais pas quoi que tu peux pas communiquer. Au contraire, raconter des petites choses du quotidien, comment ça se passe chez toi. Montrer tes locaux si tes locaux sont sympas et que tu fais un peu du sur-site. Montrer des témoignages de collaborateurs. Je te disais tout à l'heure, quand tu as des nouveaux arrivants dans ta boîte et que tu les tags, etc., que tu montres un peu comment ça se passe, c'est pas des trucs wow, mais c'est le quotidien de l'entreprise en fait. Et c'est ça que les gens ils cherchent. Donc ce côté, en fait, on n'a pas d'actualité, on n'a rien à dire, mais tout le monde a des choses à dire. Et je pense que les petites boîtes, et notamment en région, ont même un atout, c'est le côté, tu vois, jouer la proximité. On a ce côté un peu local, on Mm. peut insister, tu vois, sur des petites choses. Je trouve qu'il y a un côté un peu marque employeur régional, tu vois. À Lyon, il peut se passer des trucs. Enfin, je sais pas, par exemple, moi j'ai un de mes clients qui participe à des activités autour de la Fête des Lumières, qui est un gros événement lyonnais. Tu peux miser sur ça, parce que ça va parler justement aux gens, tu vois, de la ville, de ton bassin et tout. Donc non, au contraire, je pense que toutes les boîtes ont des choses à dire, mais qu'il faut pas essayer, quand tu es une petite boîte, de copier le- 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 la communication d'une grande entreprise. Ça n'a pas de sens. C'est ça qui n'a pas de sens. Par contre, tout le monde a quelque chose à dire. Ça, c'est C'est certain. clair, et puis toutes les entreprises sont pas basées à Paris, donc c'est de se dire, bah, comme tu disais, c'est miser sur le côté local. Les personnes veulent trouver un travail quand même proche de chez eux, et donc il faut parler de cette partie, comme tu disais, locale, ouais. Oui, et Ouais. encore une fois, raconter le quotidien. Les gens Mm. attendent pas forcément des trucs de dingue. Ils veulent savoir ce qui les attend, la Mm. réalité. Voilà. On parle beaucoup d'authenticité, tu sais, à tel point que ça devient Ouais, ouais.
presque un peu bullshit, mais c'est vrai, en vrai, c'est ce que les gens attendent. Ils attendent qu'on leur décrive la réalité. Troisième idée reçue, l'inbound a des effets rapides. Ça peut, mais globalement, c'est ce qu'on disait Avec tout à l'AD, l'heure. avec l'AD, ça peut avoir des effets rapides. Il faut quand même comprendre qu'effectivement, quand tu t'engages dans une stratégie inbound, déjà, ça prend un peu de temps à mettre en place parce que tu dois bien réfléchir à ce qu'on disait tout à l'heure, ta stratégie, ton persona, T'as quand les même aussi contenus. l'écriture, les codes. Forcément. Voilà. Et puis, si tu veux le faire bien, effectivement, tu peux, pour aller un peu plus vite, faire des formations. Donc, ça prend quand même un petit peu de temps à mettre en place. Et c'est rare que tu aies des résultats immédiats. Par contre, ce qui est certain, c'est que il faut que tu aies ça en tête pour ne pas abandonner trop vite. Parce que tu le disais, si tu vois, j'ai la même idée que toi en tête. 3-6 mois, c'est ça? C'est entre 3 et 6 Oui. mois pour moi. Donc, si tu commences à lancer ça en te disant, on va avoir des résultats au bout d'un mois, tu risques d'être déçu. C'est là aussi où je pense que c'est très complémentaire avec une stratégie outbound, c'est que c'est pas parce que tu te lances dans l'inbound qu'il faut abandonner complètement l'outbound, tu vois, parce que sinon tu risques de te retrouver un peu à court de candidats potentiels. C'est vraiment du temps moyen. Il y a un côté un peu, en fait, quand tu fais du sourcing, de l'outbound ou autre, tu es vraiment dans du temps court, tu es un peu dans du sprint. Alors que quand tu commences à lancer une stratégie vraiment inbound, tu vas être plus dans peut-être pas un marathon, mais tu vois, un peu plus déjà dans la longue durée. Donc, ce qui va compter, c'est ta régularité, c'est ta persévérance, c'est le fait de te dire, OK, on récoltera nos premiers résultats, ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que tu peux pas avoir des signaux très positifs dans les premières semaines. Et d'ailleurs, il faut un peu les mesurer pour voir un peu où Bien tu sûr, vas. ouais. Mais Et puis la recherche de son personnage, je pense que c'est lui qui est clé. Et de toute façon, pour c'est moi, essentiel. si on doit mesurer la qualité de l'inbound, c'est la qualité de tes candidatures. Ouais. Et donc, si tu fais un post qui fait 20 likes, mais qui te rapporte 2 candidatures, c'est extra. Exactement. VS, un post peut-être qui va buzzer, qui va faire 1000 likes, mais qui va te rapporter peut-être 100 candidatures non qualifiées. Et donc, c'est ça qu'il faut peser. Et parfois, c'est vrai qu'on a ce côté de la folie, et je la comprends, puisqu'on est toutes les deux, j'imagine, passées par là. C'est hyper agréable. Bien sûr. Mais il ne faut pas obliger son objectif premier avec l'inbound recruiting, c'est d'avoir des candidatures qualifiées, peu importe le nombre de likes ou de visibilités, hein, c'est la clé. dur. Mais c'est hyper dur. C'est dur de prendre de la distance avec ça, mais effectivement, de se concentrer vraiment sur ce que tu dis là est intéressant. Et moi, je dis souvent, regardez aussi qui like vos posts. Un truc qui est très significatif pour moi et qui montre que tes posts, ta stratégie fonctionne, c'est quand tu commences à avoir des gens qui te disent, tiens, j'ai vu ce post-là, je commente pas ou je like pas, mais j'ai vu ce post et que cette personne correspond bien à ta cible. C'est ça. Et de regarder aussi les invitations que tu reçois, les gens qui t'écrivent. Tu vois, par exemple, pour moi, quand j'ai commencé à vraiment prendre la parole, ce qui était important, c'est que je touche La tech. des techs, quoi, enfin, des devs, etc. Donc, petit à petit, quand j'ai commencé à recevoir un peu plus d'invitations, de profils de ce type-là, je me suis dit, c'est gagné. Bon, ça marche, tu vois, je suis dans la bonne direction. C'est ça. Mais effectivement, ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est clair. Petite juste aparté, quels sont les signaux faibles pour s'assurer qu'on va ou pas dans la bonne direction? Tu vois, ce que tu disais sur le fait de recevoir des candidatures qualifiées, bien sûr. Mais après, encore une fois, c'est que tes posts intéressent la cible que tu as définie, ou les cibles que tu as définies d'ailleurs, parce que tu n'es pas obligé d'en avoir qu'une seule. Mais quand tu commences à avoir un peu d'engagement de gens qui commentent tes posts et qui sont les personnes pour qui tu écris, c'est toujours intéressant. Ça, c'est des bons signaux. Et puis quand tu peux le mesurer, que tes candidatures, tu vois, tu commences à voir que tes candidatures proviennent potentiellement de LinkedIn ou parce que tu as amélioré tes annonces. Ouais. Et donc, forcément, les gens, les candidatures que tu reçois sont beaucoup plus qualifiées. Ou ce que je te disais, qu'en entretien, des gens commencent à te dire, ou par échange, dans les échanges téléphoniques ou dans les petits messages d'échange sur LinkedIn ou autre, que des gens commencent à t'écrire en disant j'ai vu votre post, j'ai vu passer ça, etc. Ça, pour moi, tout de suite, c'est les bons indicateurs qui te font dire tu vas dans la bonne direction. Et nous, tu vois, chez nos clients, et c'est juste un petit tips, on a mis en place des UTM, donc des liens traqués, qui sont hyper faciles à mettre en place. Et donc finalement, tu mets des liens traqués en fait sur tous tes posts en fait que tu peux repartager, et puis tu sais finalement d'où ta candidature peut venir, de quel poste, et tu peux faire vraiment des analyses hyper micro pour analyser vraiment
vraiment la qualité de ton poste, de tel sujet, te dire, ah là, ce sujet, il a hyper bien marché, il m'a rapporté, je sais pas moi, 2 candidatures qualifiées, il faut que je continue sur Ouais, je suis ce... sur la bonne voie et tu c'est vois. ce type de sujet qu'il faut que je Mm, continue d'explorer et c'est de ça. partager. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Autre idée reçue, l'inbound ne fonctionne pas pour la tech. Ça, j'ai tellement entendu. Alors dis-moi, Et dis-moi. évidemment, moi aussi, je l'ai tellement entendu, comme les annonces ne marchent pas dans la tech. C'est faux. Il y a aucun, pour moi, il n'y a aucun domaine pour lequel l'inbound ne fonctionne pas. Simplement, effectivement, c'est encore une question de ciblage et de stratégie. C'est bien comprendre ce que les techs attendent. Tu vois, Mm, on parlait tout à l'heure d'effets waouh, etc. Bah, typiquement, ça, c'est le genre de truc en général dont les techs se méfient. Le côté un peu trop shiny, ouais, tu vois, où on va insister bien sur, sûr. Ouais, ouais, sur des ouais. trucs, bon Mm, voilà, le baby-foot, les soirées, machin. Par contre, ça marche très très bien. Je te donne un exemple. Il y a une ESN que je suis depuis très longtemps qui s'appelle Hippon Technologies. Et Hippon, ils ont mis en place un blog sur leur site, qui est un blog qui est vraiment rédigé, animé par leurs équipes tech. Et en fait, pourquoi ils ont fait ça? Pour dire, regardez, chez nous, on a des experts qui prennent la parole et qui s'adressent à vous, experts potentiellement en recherche, etc. Voilà, qui montrent ce qu'on fait chez nous, sur quel type de sujet on ouais. travaille, quelles sont les problématiques qu'on rencontre chez nos clients, comment on les accompagne. Et en fait, ils reçoivent des candidatures grâce à ça. Mm. Parce que leurs articles de blog sont référencés, parce que les équipes recrutement s'appuient aussi sur ça en disant, bah, voilà, quand on recrute sur du profil data ou dev, on a tel type de sujet. Et donc, bien sûr que oui, l'inbound fonctionne dans la tech. Si tu as bien Merci de le ciblé, dire. Ouais. mais oui, si tu sais ce que tu veux raconter et ce que les gens ont envie de lire, bien sûr que ça fonctionne. Tout est une question de persona, de sujet, d'angle. Exactement. Donc, je vois pas pourquoi ça marcherait pas dans la tech, tu vois. Mm. Enfin, les techs sont des candidats comme les autres, entre guillemets. Oui, ils lisent, voilà, Bien sûr, voilà, ils ouais. lisent, ils s'intéressent. Donc, si tu rédiges du contenu qui leur plaît, qui répond à leurs problématiques, à leurs questions, bien sûr que Mm. oui, ça les intéresse. Ouais, Il quels n'y a sont aucune pour raison. toi les conseils que tu donnerais pour créer ton persona, en fait? Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans la... Parce que souvent, le persona, on le voit comme un truc compliqué à faire, alors que finalement, c'est de la recherche d'infos, principalement, et on peut vraiment le faire en 2-3 heures. On peut déjà faire un très bon travail, et ça, je veux vraiment le dire, de recherche de son persona, et c'est pas quelque chose qui va prendre 1 semaine, 2 semaines à faire. Mais déjà, tu peux t'appuyer sur des choses très très factuelles. En fait, la donnée, souvent, tu l'as déjà. C'est juste que tu t'en rends pas forcément compte. Mais si tu regardes un peu les recrutements que tu as fait sur l'année écoulée, déjà qui sont, tu vois, quand tu regardes un peu tes salariés, que tu leur poses des questions. Déjà, où est-ce que Vous allez vous chercher prenez l'info. l'info, Ouais. vous faites votre veille, c'est quoi les canaux que vous aimez, etc. Il y a de grandes chances que, si je reste sur la tech, tu interroges ton équipe dev ou autre en leur posant ces questions-là, ça va déjà te donner pas mal d'indices sur potentiellement des gens qui ont un profil équivalent, Mm. ils vont certainement avoir ce genre d'habitude aussi, tu vois. Donc, c'est déjà enquêter un peu sur les infos que tu as à ta disposition, en fait. C'est bête, mais ça fonctionne. Pareil avec les candidats. Avoir des réflexes de leur demander comment ils ont entendu parler de toi, Quel sujet? Mm. enfin, qu'est-ce qui les intéresse, où est-ce qu'ils font leur veille, est-ce qu'ils sont dans des communautés particulières, tu vois, où tu pourrais éventuellement intervenir, qu'est-ce qu'ils aiment lire, quel type de format ils aiment, tu Consommer? vois, Ouais. consommer. Enfin, c'est plutôt de la vidéo, c'est plutôt ci, c'est plutôt ça. C'est ça déjà qui t'aide à faire ton persona et à aller dans la bonne direction. Donc effectivement, là où je te rejoins, c'est que c'est pas des choses hyper compliquées et t'appuyer sur les infos que tu as déjà et quand tu es recruteur, t'appuyer sur tes candidats ou t'appuyer sur les salariés qui sont déjà dans la boîte, bah, en fait, tu peux déjà récolter pas mal d'infos. Mm. Il y a une étude de LinkedIn qu'ils avaient écrit pardon, sur LinkedIn. LinkedIn, il faut savoir que ça donne quand même 58% de chances supplémentaires d'attirer les talents grâce notamment à la prise de parole de soi-même, mais aussi des collaborateurs. Donc Pas étonnant. c'est un levier quand même qui est puissant, qui est peut-être plus fastidieux, on va dire, que le sourcing, quoique le sourcing pendant 5 heures, ça peut être aussi fastidieux. Voilà. Oui. Donc voilà, tout demande de l'effort. Mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, on a de la donnée qui nous dit que oui, c'est un levier d'acquisition comme l'outbound et que aujourd'hui, ça marche. Ah mais c'est sûr, encore une Mm. fois, c'est sûr que ça marche. Après, ben, enfin, faut pas le faire effectivement un peu au petit bonheur la chance. Ça demande un travail de réflexion, ça demande de mettre en place les bases d'une vraie stratégie pour aller dans la bonne direction, de mesurer un peu tes actions pour t'assurer que tu pars pas dans tous les sens et que ce que tu fais fonctionne. Mais c'est pas du tout étonnant. Enfin, Mm. c'est logique que ça marche.
Et on arrive à la fin de l'épisode, mais il y a quelques questions encore que j'aimerais te poser, notamment, donc, quels sont les conseils que toi, tu donnerais à une recruteuse ou à un recruteur qui veut se lancer dans l'inbound recruiting, peut-être des erreurs que tu as fait dans le passé, des choses que tu as envie voilà, de partager aujourd'hui. Ouais. Première chose, on a déjà bien insisté dessus, mais vraiment prendre quelques heures Mm. pour bien poser le persona. T'assurer que tu sais à qui tu t'adresses, ce que tu veux dire. Vérifier aussi, attention, ça, dans certaines entreprises, ça peut poser problème. Sur quoi tu as le droit de communiquer? Ouais, Ça, c'est clairement. important. Parce Ouais. que je pense qu'il y a beaucoup de recruteurs de RH qui ont aussi cette crainte-là de se dire, en fait, est-ce qu'on a le droit de communiquer de manière totalement libre? Donc, faire bien le point par rapport à ça, sur quoi on a le droit de communiquer, comment on communique dessus, pour se rassurer aussi et se dire, OK, j'ai un cadre, commencer un peu à lister les sujets sur lesquels on est à l'aise et dont on a envie de parler. Et puis, je dirais aussi, pas forcément, enfin, surtout pas d'ailleurs, se dire, il faut que je poste tous les jours. Il vaut mieux avoir un rendez-vous régulier et te dire je suis capable de poster une fois par semaine, deux éventuellement, avec peut-être un rendez-vous. Tu vois, moi je conseille beaucoup ça aux recruteurs que j'accompagne, de leur dire cherchez pas tout le temps des inspirations de dingue. Par exemple, toutes les semaines, créez un post pour parler, je sais pas, d'un conseil que vous donnez aux candidats chez vous, ou d'une chose bien précise qui se passe dans l'entreprise et sur laquelle vous avez le droit de communiquer, dont vous êtes fier, etc. Pas avoir peur non plus de parler, pas forcément des échecs, c'est pas le mot échec, mais de ce qui va peut-être moins bien, tu vois. Voilà, on s'est rendu compte de telle chose et du coup on est en train de travailler dessus. Je sais pas, je pense par exemple au turnover en ESN ou tu vois, la gestion de l'intercontrat, ce genre de choses, ça parlera aux recruteurs Mm. tech qui écoutent l'épisode. Mais c'est vraiment de ne pas avoir cette logique de il faut que je prenne la parole tout le temps, il faut tout le temps que j'ai de l'inspiration, des choses à dire. C'est plus vraiment, je sais à qui je m'adresse, je sais ce que je veux dire, je sais ce que j'ai le droit de dire, validé par ma direction, etc. Et je prends du temps. Je vais Ok. pas avoir des résultats en 3 semaines, c'est pas grave. Encore une fois, je le redis, ce qui va compter, c'est vraiment la régularité et la persévérance sur la durée, 3 à 6 mois, ce que tu disais tout à l'heure. Mm. Et donc, comment tu vois un petit peu là le métier de recrutement qui a énormément bougé ces 10 dernières années? C'est fou. Et ça fait du bien finalement Oui. que ce métier se professionnalise en tout cas de plus en plus. Comment tu le vois dans 5 ans, ce métier dans le recrutement? C'est dur à s'imaginer, mais ouais. C'est dur à imaginer. Je pense que évidemment, ça a déjà commencé et ça va se poursuivre. L'IA est en train de profondément changer nos pratiques, mais en réalité, c'est une bonne chose dans le sens où moi, je pense que ça va nous obliger déjà à revenir vraiment aux fondamentaux du métier. Tu vois, de bien comprendre ton besoin, justement de bien définir aussi qui sont tes cibles en termes de candidats, qu'est-ce que tu as envie de transmettre en tant qu'entreprise, etc. Donc, je pense que l'IA va clairement changer la donne et le conseil que je donnerais, c'est vraiment de se dire, OK, j'en ai pas peur. Au contraire, ça va compléter ce que je sais faire aujourd'hui, mais par contre, je pense que c'est hyper important de maîtriser les bases. Hmm. De revenir, tu vois, aux fondamentaux. Donc toi, ce qui est intéressant, c'est de se dire, ok, peut-être qu'on va moins de faire un petit peu, parce qu'il y avait beaucoup de recruteurs, de recruteuses qui étaient des férus de sourcing, Ouais, par exemple, où allez, je vais chercher ouais, ce super mot booléen, ce super ouais, site, etc. Donc on va peut-être mettre ça un peu de clairement. côté et on va plus revenir finalement au métier puriste du recrutement en tant que tel, qui est en effet culture d'entreprise, évaluer les bons ou les mauvais Ouais, comportements que tu veux voir ou pas avoir dans l'entreprise, évaluer peut-être les soft skills, ce genre de choses. c'est sûr. C'est sûr que toute cette partie très sourcing, booléen, parfois un peu compliquée, tu vois, du requêtage très long, complexe, du scroll interminable sur LinkedIn ou sur L'IA le le CV Tech. fera. Et tant mieux. Hmm. Tant mieux, c'est plutôt une bonne chose. Par contre, la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce temps qu'on gagne? Et pour moi, le temps qu'on gagne sur ça, c'est justement ce que nous demandent les candidats sans arrêt et ce que veulent aussi beaucoup de recruteurs. C'est passer plus de temps Dans la relation. dans la relation, dans les échanges, dans la meilleure compréhension à la fois du besoin et De la des attentes personne. Ouais. des candidats, des personnes qu'on a en face de nous. Donc écoute, j'espère, je croise les doigts, pour que ça aille dans ce sens-là et qu'on avance dans quelque chose de plus respectueux. Puis je pense aussi que le recrutement va continuer d'évoluer, de changer et d'adopter peut-être, tu vois, des compétences d'autres métiers. On parle beaucoup de data hein, Hmm. avec le recrutement et c'est une bonne chose. Je pense que de s'appuyer beaucoup sur la donnée pour pouvoir faire des prévisions plus fines, mieux mesurer aussi ce que tu fais, etc. Un recrutement très data-driven finalement. Et le côté, on parle beaucoup de recrutement, mais je pense que ce qui va être important dans les prochaines années, c'est de garder les gens. Donc on parlait de marque employeur, etc. Recruter, bien sûr, c'est un sujet hyper important, mais recruter et fidéliser et donner envie aux gens de rester et les accompagner,
Donc, il y aura un Tu vois? scope comme ça, tu penses, pour Je le pense. recrutement? Ok. J'espère. Où ils vont plus être qu'à la porte de Ouais. l'entreprise, mais ils vont avoir peut-être une fonction un petit peu plus globale, où aussi, bah, ils pourront créer une relation pendant que le salarié, en fait, est dans l'entreprise. Main dans la main avec les RH, Oui, tu bien vois. sûr, ouais. Ok. Hyper intéressant. Il y avait un truc que j'avais en tête, mais que j'ai oublié. J'avais une question, je me suis dit, j'ai envie de la poser à Hélène, mais j'ai oublié sur ce que tu viens de me partager. C'est peut-être voilà, sur la partie marque employeur, création de contenu. Et donc, finalement, donc, il y aura plus, il y aura en fait, c'est vrai que le sourcing avait pris beaucoup de part Ouais. dans la casquette du recruteur et du recruteuse. Et finalement, cette nouvelle compétence autour de l'inbound va aussi être une maîtrise de cette compétence qui va être important aussi dans la panoplie. Et donc c'est ça, je voulais en dire, c'était sur l'acquisition, parce qu'aujourd'hui on faisait du recrutement qui était plutôt passif. Ouais. On poste une offre et on attend que les candidats arrivent. Et donc là qu'on est un recrutement plus actif, donc on voit beaucoup de talent acquisition manager, de acquisition expert, où leur mission à eux, c'est vraiment d'aller attirer et trouver des candidatures grâce notamment à la création de contenu. Et donc il y aura potentiellement une spécialisation comme le sourcing l'a été. Ça peut. Clairement, je pense on le voit d'ailleurs, hein, des recruteurs, une fois qu'ils sont accompagnés, formés, encouragés, et que leur entreprise leur fait confiance pour prendre la parole, parler de l'entreprise, avoir pourquoi pas des programmes employés advocacy ou autres. Je pense que ça va être une vraie compétence. Après, je pense que les sourceurs n'ont pas dit leur dernier mot non plus. Bien sûr. Mais encore une fois, ouais, comme ça va évoluer et qu'on a des outils qui feront un peu plus les choses qu'en général les recruteurs aiment pas tellement, qui sont souvent un peu chronophages ou autres, ça dégage du temps pour développer cette partie-là. Pour ceux qui ont envie de le faire, j'insiste beaucoup sur ce côté, il faut avoir envie, il faut y prendre du plaisir de Tout à fait. communiquer, parce que Ouais. si tu le fais en te forçant ou par défaut, ça se sent. Et c'est pour ça où la limite, peut-être même au nom de l'entreprise, hein, c'est qu'il y a certains recruteurs, recruteuses qui n'ont pas envie de prendre la parole, qui n'ont pas envie de prendre la parole en leur propre nom. Exactement. Et donc, moi, ça nous est déjà arrivé une fois. Ils veulent pas se mettre en avant, ils veulent pas mettre leurs photos, ils n'ont pas Et envie. ça se comprend. Voilà. Oui, ça se comprend. Et donc, c'est juste en tant qu'entreprise, c'est toujours la même chose. Il faut être clair hein, sur sa fiche de poste pour que on se retrouve pas potentiellement avec après des difficultés plus tard. Ouais. C'est sûr. Mais du coup, ça veut dire aussi être au clair sur ça, savoir pourquoi aussi on veut pas, parce que tu vois, on en parlait tout à l'heure, mais il y a des fois des recruteurs, ils veulent pas parce qu'ils ont plein de peurs. Une fois qu'on a déconstruit un peu les peurs et les angoisses, et qu'ils voient que finalement, poster sur LinkedIn, ou ailleurs, hein, mais poster sur LinkedIn, c'est pas si difficile que ça. Ouais. Et ben en fait, finalement, ils y prennent du plaisir. Donc, faut bien se connaître, savoir pourquoi on veut pas le faire. Et côté entreprise, ne pas forcer des équipes à le faire. C'est contre-productif. Plutôt aller chercher, pour le coup, tu vois, des gens qui ont vraiment envie de le faire, qui vont être hyper volontaires, très, très engagés là-dedans. Et si c'est pas les recruteurs, c'est pas grave. Ouais. Tant pis. Ouais. C'est pas un souci. Ouais, trop bien. Quel est le recruteur ou la recruteuse qui t'inspire en 2026 et que on pourrait inviter sur ce podcast, dont les pratiques t'inspirent Il y en a plusieurs, mais je suis à Lyon, je parle des Lyonnais. Le recruteur pour moi qui va justement vers ces pratiques data-driven dont je te parlais, très colorées, Recops, tu vois, automatisation et optimisation des process autres, c'est Virgile Ferrand. Donc voilà, si tu reviens à Lyon, appelle Virgile. Ok, on va trop bien. Écoute, merci Hélène d'avoir pris le temps de nous parler des idées reçues sur l'inbound. Et on se dit sur l'inbound, cette très français. Je le revais sur l'inbound, voilà. Je dis plutôt, je sais pas comment on pourrait dire en français en fait, l'inbound, le recrutement par le contenu, voilà. Ça, voilà, le recrutement par le contenu. Et je te dis à très vite. Merci Maud, à bientôt.